Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lydie, étudiante en Master 2 de journalisme, créatrice de contenu littéraire et autrice. Bonjour Lydie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Lydie, j'ai 23 ans. Comme on l'a déjà dit, je suis en Master 2 de journalisme. Je suis aussi autrice dans les littératures de l'imaginaire. Et vous me connaissez probablement sur Instagram sous le pseudo Lydie is Writing ou sur Twitter sous le pseudo Lydie in the Train. D'accord. Alors, on va remonter un peu à l'enfance, à ton parcours scolaire. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as toujours vécu en région parisienne? Alors, j'ai toujours vécu en région parisienne. Je suis née dans le 92, j'ai grandi dans le D'accord. 94. J'ai étudié dans le 94, le 75 et le 92, je crois. Parce qu'en fait, j'étudie à Gennevilliers et c'est vrai que j'ai tendance à... Enfin, je passe par le 93 le matin pour aller dans le 92. Genre vraiment, Ouais, je te je comprends. suis 100% banlieusarde, francilienne, tout ce que tu veux. Et D'ac- voilà, j'ai toujours vécu dans la même petite ville, dans le 94, voilà. Ok. Tu vis seule ou avec tes parents? Avec ma mère, parce D'accord. que ça coûte beaucoup trop cher de payer un loyer aujourd'hui dans la France de Macron. Donc Oui. on va modérer les envies d'indépendance pour l'instant. C'est financièrement pas trop top. Ouais, puisque ouais, comme tu es étudiante, Mm, t'as pas de revenus fixes encore. non. Enfin, je serai en alternance cette année, mais ça, c'est pas assez pour la région parisienne. C'est vraiment la guerre, quoi. Ok. Et du coup, après je suppose que tu as fait une école normale, enfin, tu as fait collège, lycée. D'ailleurs, tu as fait quelle filière au lycée? J'ai fait la filière L et du coup, j'ai passé une grande partie de ma scolarité dans le privé. Ah oui? D'accord. Parce que, ouais, ben, assez jeune, on s'est rendu compte que ben, le public ne répondait pas à mes besoins, puisque j'étais un enfant qui apprenait très très vite. Ah, Et ce qui donnait lieu à beaucoup de problèmes de comportement, puisque quand tu as un enfant qui s'ennuie en classe, ça peut être assez explosif. Du coup, oui, j'ai fait une grande... Enfin, depuis du CE2 à la terminale, en fait, j'ai été dans le privé, donc c'est pas... c'est pas là où il y a le plus de racisés. mais ouais, j'imagine. mais oui, enfin, intellectuellement, c'était intéressant. Socialement, c'était une expérience. Tu as réussi quand même à t'intégrer, à garder des amis ou Oui, plus en du tout? vrai, oui. Enfin, tu sais, t'as toujours enfin, oui, des étudiants, des jeunes qui sont eux aussi issus de minorités et qui ont des parents stricts et qui travaillent bien à l'école parce que, ben, parfois, first generation ou second generations, immigrants. Donc, Ouais, tu dois rendre l'exemple, enfin, ouais, montrer voilà. l'exemple. Ouais, tu dois rendre tes parents fiers avec ça. Donc oui, enfin pas mal, je me suis pas mal fait des amis, à vrai dire très peu d'amis blancs quand j'y repense. Ouais, c'est pas Mais plus mal si tu pouvais comment dire, t'identifier à tes amis. ouais, tu vois, tu relates plus souvent aux dynamiques familiales un Mm. peu hors de la norme, je dirais, ouais, française entre guillemets, métropolitaine si on peut le dire comme ça. D'accord. Et donc après être dans le privé au lycée, t'as fait quelle université? Alors j'ai commencé mes études par un DUT en métier du livre à l'UT de Paris. Donc oui, à l'époque ça s'appelait DUT, aujourd'hui c'est BUT, mais je Ouais, suis c'est une pas, il y a eu la ancienne. nouvelle réforme cette année, je crois. Ouais, je suis une ancienne, j'ai connu les filières, j'ai connu le DUT. Même Ouais, ma fac a pareil. changé de nom, tu vois. Donc j'ai des diplômes de Paris Descartes, mais c'est plus Paris Descartes aujourd'hui, donc Ah oui, plus rien de ce que j'ai fait n'existe. On dirait que je suis une imposture, tu sais. Mais oui, j'ai fait un DUT en métier du livre, en sachant pertinemment que j'irais pas forcément dedans. Mais ça a été très intéressant d'un point de vue métier du livre. J'ai eu l'occasion de faire un stage à Giberjeune, par exemple,
rest in peace. Euh, Tu vois, c'est ce que je dis, tout ce que j'ai fait, ça finit par fermer ou disparaître. Donc, je dois avoir un truc avec moi. Mais oui, j'ai fait un stage à Givergène en première année. En deuxième année, j'ai fait un stage à l'école d'écriture Les Mots, qui est à Paris, qui est à côté de Notre-Dame. Et j'avais aussi fait un petit stage très vite fait au Salon du Livre de Paris, à l'époque où c'était encore cool. Ah oui, avant qu'ils Euh, explosent les prix pour les Et avant stands. qu'ils modifient tout le salon, etc., sur le stand d'Editis, Pocket Jeunesse, Pocket. En fait, je faisais partie des libraires qui vendaient des livres. D'accord. Et donc oui, j'ai fait plein de petites incursions comme ça dans le milieu du livre au début de mes études, en sachant pertinemment que ça me serait utile si je voulais continuer dans une carrière d'autrice. Euh, Par la suite, parce qu'en DUT à l'époque c'était 2 ans. Ouais, Donc, pareil. Moi, j'aurais fait un DUT aussi, bah voilà. mais en mesure physique, rien à voir. Bah, tu vois, à l'époque, c'était soit tu faisais une L3 ou une licence pro ou un DUETI. Et j'ai choisi le DUETI, qui est un diplôme universitaire d'études technologiques internationales. Donc, je suis partie 1 an au Canada, où j'ai étudié le journalisme, en fait. J'écrivais des articles toutes les semaines, j'animais... une fois par semaine, j'animais une quotidienne radio, qui était la radio du campus, qui était diffusée dans toute la ville et un petit peu autour. Ah, c'est trop Euh, bien. Ouais, c'était super chouette. Je me suis fait pas mal d'amis, j'ai visité un petit peu, j'ai voyagé. J'en ai profité pour aller. Alors, mon premier voyage, c'était aux États-Unis. J'ai fait Boston, New York, Washington, euh, seule, en bus. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais moi, tu vois, voyager seule, ça me dérange pas du tout. Et en bus, parce que bah, on pense à notre empreinte écologique un petit peu. Et donc, ouais, c'était super. Enfin, tu sais, c'était l'occasion aussi de rencontrer la communauté afro-américaine qui est super friendly. C'est un truc de ouf. Je me suis sentie tellement intégrée, tu vois. Ah oui, ils Parce que tu étaient vois, en France, chaleureux. Ouais. mais oui, tu sais, en France, quand t'es métisse, t'as un peu les fesses entre deux chaises. Et là-bas, c'était zéro question. Enfin, j'étais dans un quartier à New York, j'étais dans un quartier de Brooklyn, tu vois, genre le mec de la supérette du coin était super sympa avec moi, voulait savoir d'où je venais, etc. Ouais, ils étaient curieux. Tous les jours, enfin, tu sais, là j'ai des locks, mais à l'époque j'avais des afro-puffs absolument énormes parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et tous les jours, t'avais des femmes noires qui me faisaient des compliments sur mes cheveux et j'étais en mode oh mon dieu, Une autre vie. mais oui, tu vois, tu te sens intégré, t'as l'impression de faire partie de la communauté, etc. Enfin, c'était vraiment chouette. Et j'ai aussi visité Ottawa et Toronto, bah, pareil, en bus, solo, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et après cette année d'études au Canada, qui s'est finie de manière un peu précipitée à cause du Covid-19, puisque j'ai le sens du timing, D'accord. j'ai enchaîné avec un master en journalisme, bah, du coup, ici en France, à Gennevilliers. Et je suis actuellement en deuxième année de master. J'ai fait une année de master 1 normal. Mm. L'année dernière, j'étais en césure, ce qui explique l'année de décalage. En fait, j'ai passé une année où j'étais à moitié en vacances, à moitié en stage. Et là, je suis en deuxième année alternance, dernière année d'études, dernière ligne droite. C'est parti. Ah, c'est cool. Et tu fais ton alternance où, du coup? À Télérama. D'accord. Donc pour Télérama Sortir plus précisément, mais normalement je devrais être affiliée au service culture aussi de temps à autre. Si j'arrive à avoir mon contrat, c'est ce qui me stresse en ce moment, c'est que mon contrat n'est toujours pas signé. Mais c'est dans les papiers quand même. Non mais tu vois, l'administration, l'université, tout ça, non mais ça me stresse. Moi je suis quelqu'un qui croit que ce qui est signé en fait. Oui, non, mais c'est Ah, clair, il faut voilà, tu vois, tant que ce du n'est pas concret. signé, je ne suis pas rassurée à 100%. Et là, pour l'instant, ce n'est pas encore signé. C'est en bonne voie. J'ai attendu le mail toute la journée. Mais tu vois, en fait, quand j'aurais posé ma signature sur ce contrat, Tu seras heureuse. Et quels enseignements tu avais du coup pour ton master 2 en journalisme? alors cette année, je sais que c'est un peu... en fait, j'ai un rythme en entreprise qui est 5 semaines en entreprise, 2 semaines en cours. Donc cette semaine, on fait une semaine sur le climat. Je sais que en octobre, j'aurai une semaine plus multimédia, donc sur InDesign, je pense. Oui, sur InDesign. Décembre, j'aurai une semaine de radio et une semaine de télé. Janvier, alors je suis tellement hypée pour janvier parce que je vois sur mon planning écriture créative. Ah, ça c'est cool, Tu tu vois, vois. je suis hypée de ouf pour quelque chose qui n'arrive qu'en janvier. Mais oui, voilà, c'est des semaines à thème pour nous.
En vrai, c'est un peu plus varié en M1, mais bon, comme on a un rythme différent, ils doivent s'adapter. D'accord. Du coup, pour faire la liaison avec ton activité d'autrice, est-ce que tu pourras continuer du coup à développer tes projets pour valider, par exemple, ce module-là dans ton master? Je pense pas. En vrai, on sait même pas quels intervenants on a. D'accord. Donc, ce sera un peu au jour le jour, je pense. Ouais, tu t'attendras de voir le déroulé du Ouais. Enfin, on sait pas qui donne le cours. Après, sem- tu vois, mon master, sur notre site, en fait, on partage nos locaux à nous avec le master IEC, qui est un master d'ingénierie éditoriale, c'est un master d'édition en gros. Et donc, ça m'étonnerait pas que ce cours soit peut-être en rapport avec un cours que eux ils ont, je ne sais pas, à voir. Tu verras. Ok. Et sinon, à part tes études qui te prennent beaucoup de temps, qu'est-ce que tu Mm. fais à côté comme En, activité? en dehors de l'écriture? C'est ça, oui. En dehors de l'écriture, alors j'ai fait beaucoup de choses. Non, en vrai, je joue au volleyball, je suis en équipe départementale, en théorie centrale, possiblement pointue cette année, va savoir. On change de rôle, on évolue. Donc je m'entraîne à peu près 4 heures par semaine avec un match le week-end de temps à autre. On n'a pas encore notre calendrier de match. À côté de ça, je faisais l'année dernière, j'ai arrêté d'être en club cette année du patinage artistique, donc j'ai ramené ça du Québec totalement. J'ai été patiner hier d'ailleurs. Mais voilà, quand j'ai le temps et que je tombe sur un créneau à la patinoire où c'est possible pour moi, je vais patiner. Et sinon, quand j'ai pas volley, je fais aussi de l'escalade de bloc. Ah Donc, ouais, en intérieur. voilà, c'est l'escalade d'intérieur. C'est pas l'escalade avec les voies et les baudriers, etc. C'est vraiment des voies de 3-4 mètres avec des prises disposées de certaines façons. C'est un peu en fait un problème, comme les problèmes qu'on a en primaire, mais version physique. Et tu dois résoudre ça. Et parfois, tu te rends compte en plein milieu d'un problème que bah, tu es mal placé, que tu vas pas pouvoir atteindre telle prise si ton pied est dans tel angle. Enfin, mais c'est très stimulant, je trouve, et c'est très amusant. Faut juste comme pour les trois sports, faut juste connaître ses règles de sécurité pour ne pas se blesser. D'accord. Ouais, donc tu vas seul, Ouais. tu vas pas avec des amis ou autre. Ben, l'escalade et le patinage, non. C'est vrai que patinage, j'avais des filles dans mon club, mais c'est vrai que bon, je suis très nulle pour rester en contact avec les gens. Ça veut pas dire que D'accord. j'aime pas les gens. Je suis super contente quand les gens viennent me parler ou prendre des nouvelles, mais je ne sais juste pas le faire avec les gens. Mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, au contraire. Mais oui, à chaque fois, j'y vais solo. Enfin, j'ai fait pas mal de sport ces dernières années et à chaque fois, j'y allais solo, j'intégrais des équipes, des clubs. Où tu sociabilisais, mais après, voilà, c'était pour toi avant tout, quoi. Mm. Ok. Bah, tu dis que tu es plutôt solitaire, du coup, de ce que je comprends, mais pourtant, tu fais partie d'un club, d'un collectif qui parle de diversité et de représentation, qui s'appelle Blue Vengers. Est-ce que Mhm. tu peux m'en dire deux mots sur le rôle que tu as occupé dans ce collectif? Est-ce qu'il existe toujours, du coup? Parce que je sais pas trop s'il est actif en ce moment. Ouais, c'est un peu chaotique. D'accord. Alors en fait, on avait commencé en août, je crois, il y a 2 3 ans. J'ai un peu du mal à doser ces dernières années à cause du Covid. Mais oui, on avait commencé en fait parce qu'on s'était rendu compte qu'on se lançait toutes sur YouTube un peu en même temps. Et on s'est dit, ben, tu sais quoi, on va faire un truc collectif en fait. Parce que j'avais une chaîne YouTube à l'époque, je ne l'ai plus parce que j'ai pas l'ordi qu'il faut pour faire un contenu qualitatif comme je l'aimerais et comme je sais le faire. Oui, il y avait Elodie de la Bouctiaise, Lydia Zutosama. Et est-ce qu'il n'y avait pas Il y avait Amandine, Amandine, non? Amandine Amdelif? Je ne sais pas si elle avait déjà lancé sa chaîne avant ou si elle l'a fait à ce moment-là. Je ne me Ah rappelle oui. plus. Mais voilà, tu vois, on était toutes un peu dans la vibe, on va se lancer. Et Mm. du coup, on s'est dit, on se lance ensemble. En soi, on n'a pas de cahier des charges ou d'activité très définie, mais c'est juste que parfois, quand un titre nous tape dans l'œil ou qu'il y a un événement et qu'on a une idée de choses à faire, Book Vengers, en fait, permet d'organiser tout ça. Tu vois, ça évite de faire des choses sur 4 comptes Ouais, différents. de doubler le contenu, ouais. Voilà, Ok. on l'utilise de manière assez occasionnelle pour des événements ou des lancements particuliers. Je crois qu'on avait fait quelque chose pour nos jours brûlés, Oui, notamment. j'ai vu passer la LC. Ouais, alors moi, je suis très nulle pour les LC. Enfin, je veux toujours participer, mais soit je finis trop tôt, soit je finis 2 semaines après.
Moi, je suis pauvre, donc j'achète jamais les livres, en fait. J'attends que ma médiathèque les achète pour moi et ensuite je les emprunte. Tu vois, là, je lis, Pour l'amour du faux, je l'ai acheté pour mon anniversaire en février, tu vois? Ah oui. Et ça doit être, est-ce que c'est pas le seul livre que j'ai acheté cette année? Non, j'ai acheté Nos jours brûlés 2 et j'ai acheté un livre Ah, sur il la faut que j'aille couture. acheter déjà. J'ai acheté un livre sur la couture, c'est hors sujet, mais je l'ai acheté. Ah non, j'avais acheté un manga aussi à Japan Expo. Ben, tu vois, ça fait 4 Ouais. ouvrages achetés depuis le début de l'année, en fait. Donc voilà, énergie un peu chaotique niveau lecture ici. C'est pour ça que je partage pas tant que ça mes lectures, parce que je suis vraiment en retard. Tu vois, moi, ça me dérange pas d'attendre je ne sais pas combien de temps avant de lire quelque chose ou de Ouais, tu regarder vas pas quelque te chose. ruer en librairie à la moindre occasion. Non, tu vois, là, j'ai acheté Nos jours brûlés 2 parce que ben, Laura faisait son lancement sur Paris. J'étais Ah potentiellement oui, en tu l'as fait descente. dédicacer. Ouais. Et j'ai la super affiche. J'ai commandé un cadre, comme ça, je vais l'encadrer et je vais la mettre à côté d'un autre cadre que j'ai. Et Il y a une affiche dans le livre? pas dans le livre, fallait être à la hâte au Ah, lancement. Ouais, tu vois, les d'accord. bons tips. Fallait Ouais, être. mais j'habite à 300 kilomètres de Paris, je peux pas. Ah, dommage. Une prochaine fois. Oui, il y avait eu tout un événement sur Nos jours brûlés 1 par le collectif. Vous avez lancé quelle autre lecture? Je sais pas si on avait lancé d'autres lectures. Je t'avoue que, honnêtement, je suis tellement, je suis tellement dépassée parce que tu vois, enfin, je rentre des cours ou du boulot. Enfin, l'année dernière, je rentrais du boulot. Je finissais à quoi? Je finissais à 19, voire 19h30. Donc, j'étais chez moi vers 20h, 20h30. Ah oui, Quand à t'avais côté pas tu le temps. dois ouais, quand à côté tu as un entraînement, 2 fois par semaine, et que tu dois écrire et que, j'avoue que je suis, très nulle pour suivre les conversations de groupe quand les filles organisent des choses. Je sais qu'on avait fait un calendrier de l'avent à un moment. Oui, ça aussi, j'ai vu passer des posts de recommandations. C'était spécial afro, non? Ouais C'était et que des lectures afro. ouais, bah, tu vois, on a fait un truc sur le mois de la littérature noire en février et that's it. Ok, bah, c'est déjà pas mal. J'espère qu'il y aura d'autres événements d'ailleurs pour le collectif. On verra. On verra. J'espère. Bah, Ça, oui, enfin, j'aimerais avoir le temps aussi. Mais je te dis, je passe mon temps à courir ouais, c'est après le normal. temps. Mais t'as créé enfin, ton compte Instagram, Lady is Writing. Il existe depuis plusieurs années, mais là, Ouais, tu commences à être active depuis quelques semaines, c'est ça? ouais, je l'avais depuis quelques années. Je postais du contenu sur mes lectures, sauf que tu vois, je suis tellement en retard sur mes lectures qu'en soi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et si j'ai envie de partager un truc, je mets une critique sur Goodreads en fait. Et je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, bah tiens, il y a des. Si je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, genre si tu me suis sur Twitter ou si des gens me suivent sur Twitter, Non, j'ai pas je Twitter, moi. et ben moi, je suis insupportable sur Twitter. Je passe mon temps à l'ouvrir. C'est exactement pour ça que je suis journaliste. C'est parce que j'ai toujours un truc à dire, j'ai toujours un avis à donner, je ne suis jamais d'accord. Et c'est Bref, bien d'avoir une opinion tranchée. voilà. Tu vois que tu es un peu militant. Et j'avais pas mal d'opinions aussi sur sur ce qui se faisait en termes de culture. Tu vois, j'ai un parcours très culturel. C'est pas rare que je commande dessus, comme je l'avais déjà dit une fois, mais j'ai fait mon master de DUT sur Black Panther, impact sociétal d'un héros de comics noir. Et j'avais aussi un autre mémoire à faire quand j'étais au Canada. Je l'ai fait sur Antigone et Les Misérables, les violences policières et l'immigration dans les cinémas français et québécois. Donc Antigone était un film québécois qui traitait de violences policières qui se déroulaient à Montréal. D'accord. Et Les Misérables ben, de Lajli, dont on avait pas mal entendu parler il y a quelques années, 2019-2020. Et j'avais mis les deux films en parallèle et j'en faisais des comparatifs, tu vois. Et j'aime beaucoup analyser les œuvres, j'aime beaucoup analyser leur portée. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais peut-être en parler. Tu vois, j'ai fait un premier post sur les Le pirates. pirate, ouais, qui a bien marché. J'ai vu. C'est très bien C'est hyper marché. intéressant. Je m'y attendais absolument pas. Tu vois, c'était vraiment, enfin, tu vois, j'étais vraiment un peu saoulée en fait. Tu vois, qu'on réduise en fait les pirates à quelque chose de totalement Disneyfié, cliché, Mm. alors que la réalité est tellement plus complexe et intéressante à étudier d'un point de vue historique, avec le contexte économique et social de l'époque. Enfin, il y a vraiment énormément à faire. Et tu vois, j'ai fait ce post début juin, parce que fin mai, j'étais en Guadeloupe. Et j'avais visité le Memorial Act, qui est un musée, en fait, le plus grand, je crois que c'est le plus grand mémorial sur l'histoire
l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, je crois, en France. D'accord. Et c'était très intéressant et il y avait une partie, en fait, ils avaient recréé la proue, en fait, d'un bateau, dans 3 mâts, en fait. Mm. Et c'est une visite avec audio guide. C'est vraiment un des meilleurs musées que j'ai fait. Si leur boutique était ouverte et que j'avais pu acheter leur catalogue d'exposition, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, tu as des audioguides qui se synchronisent, etc. Et on te parle vraiment des premiers Noirs qui ne sont pas forcément esclaves. On te parle de la colonisation, la manière dont l'Espagne a raté son coup avec les petites Antilles et dont la France l'a réussi juste après. On te parle de tout ça et aussi du marronnage, des communautés marronnes qui sont allées s'installer dans les hauteurs de la Guadeloupe, de ceux qui se sont tournés vers la piraterie. Je me rappelle d'un petit écran interactif où en fait tu as plusieurs pirates et tu cliques sur eux et tu as leur histoire. Et je trouvais ça super intéressant. Et, C'est hyper instructif. ouais, et tu vois, après avoir vu tout ça, c'est saoulant quand tu vois l'imaginaire des pirates réduit à je pars à l'aventure. Ouais, t'as l'impression que c'est un truc fun. Et puis, c'est souvent les livres qui sortent en ce moment, j'ai l'impression, ces 5 dernières années, tu vois beaucoup de pirates blancs Mais oui, partir un pirate. Mais à c'est pas l'aventure. du tout ça. Et tu vois, t'as un effacement en fait du contexte en fait dans lequel sont nés les pirates, qui est, je trouve, très agaçant. Et en plus, tu vois que certaines personnes, enfin en fait, tu le vois dans le récit quand on cherche à esquiver un peu le sujet et à esquiver en fait les traces de présence noire. Et ça rend le récit incomplet, je trouve. Tu vois, tu peux Ouais, il n'y pas a pas de avoir. recherche bibliographique derrière. Oui, voilà, tu peux pas, pour moi, tu peux pas avoir des pirates qui boivent du rhum et le rhum sort de nulle part. Le rhum est là juste pour le fun, le rhum est là parce que c'est un alcool, que ça fait exotique, etc. Mm. Non, le rhum était produit par les Ouais, il esclaves. a été fait par quelqu'un. Voilà, la canne était produite et récoltée par les esclaves. Les Antillais, on a encore des parents, des grands-parents, des cousins qui sont dans l'agriculture de la canne, tu vois, enfin mes grands-parents par exemple. Je sais que ma mère, elle allait aider dans les champs de canne quand elle était plus jeune, quand elle avait mon âge. Et tu vois, il y a ça, tu vois, on ne peut pas passer à côté pour moi. C'est vraiment manquer. Enfin, c'est pas faire le travail jusqu'au bout pour moi. Et du coup, j'ai fait ce post d'abord. Et je me suis dit, bah, tu sais, en fait, j'ai d'autres choses à dire. Et donc ouais, voilà, fin juillet, j'ai fait un autre post sur l'utilisation de la religion vaudou dans La Princesse et la Grenouille, parce que j'avais vu passer un livre qui reprenait le vaudou et j'étais en mode hold on. Ce que l'on ne va pas faire, c'est utiliser les religions C'est d'autres quel à tort et livre? à travers. C'est quel livre que tu as vu? Je me rappelle plus, j'ai juste vu passer la couverture, je crois. J'ai Ah, vu ok. quelque chose en rapport avec j'ai vu dans le résumé du texte en rapport avec le vaudou. Et tu vois, mon but, c'est pas de cibler un livre, tu vois. Si certaines Mm. personnes se reconnaissent, c'est une chose. Mais mon but, c'est pas de cibler un livre, c'est de dire attention, Il y a des faut pas œuvres faire qui... n'importe quoi Ouais. avec la culture des gens. Non, mais tu vois, surtout une religion comme le vaudou, tu vois. Enfin, la réputation du vaudou ne sort pas de nulle part. Et quand t'es antillais, tu sais pourquoi elle ne sort pas de nulle part. Mm. On a le quimbois en Guadeloupe, tu vois. Enfin, il y a quelque chose, on sait que c'est pas des choses qu'on prend à la légère, quoi. Et je me suis dit, je vais faire un post sur ça. Et plus globalement, en fait, des choses qui. Je me suis dit, j'allais partager en fait aussi autour de moi, peut-être, parce que il se trouve que ma personne intéresse des gens sur Twitter, donc je me suis dit, pourquoi pas sur Instagram, parler un peu de mon parcours, parler de ce que je fais. Et ouais, voilà, vraiment exploiter en fait ce compte Instagram, quoi. Et du coup, je commence doucement, mais sûrement. Est-ce que tu as d'autres posts en préparation ou tu Oui, le il y en gardes a pour toi? Il y en a un, je l'ai prévu pour aujourd'hui. Enfin, le temps que tu diffuses ce podcast, ma foi, personne n'en... Le poste aura été lu depuis longtemps. Oui. Oui, j'en prévois un sur, en fait, comment écrire les personnages noirs. Ah, c'est Petit trop guide bien. 101. Et après, je D'accord. ferai peut-être un petit guide 201, puis 301, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut pas se dire en 10 slides. Oui, oui, clairement, il n'y a pas assez de caractères possible. Ouais, tu vois, donc c'est vraiment un petit post pas synthétique, en fait, de choses qu'il faut faire. Enfin, qu'il faut faire. J'aime pas exiger des choses des gens, puis c'est vrai, il y a toujours ce débat de on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire en écriture, mais des choses à éviter et des choses qu'on aimerait plus voir, donc plus rechercher certains aspects des personnages, dire le mot noir, ça ne va pas brûler les lèvres ou les doigts de Oui, qui que c'est ce ça. soit de dire le mot noir.
Parce que les blacks et autres, autres façons de contourner le mot noir comme s'il était tabou, non. Vous pouvez dire le mot noir. C'est pas un gros mot. Voilà, personne ne va vous manger. Voilà, il faut appeler un chat un chat. C'est d'ailleurs comme ça que cette slide s'appelle. Et du coup, ouais, je ferai peut-être d'autres petits posts complémentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont déjà dites sur le blog Writing with Color, mais vas-y, je fais un peu la traduction, interprétation de certaines choses. Ok, bah, j'ai hâte de voir ça ce soir ou demain. Ouais, bah sûrement ce soir si j'ai pas trop la flemme. Ok. Alors, on va passer à la partie autour de tes projets. Bah, justement, je reviens sur un autre post Instagram. Tu as parlé de toutes tes œuvres en fait qui étaient en cours d'écriture ou en cours de planification. Oui. Quelles ont été les influences pour écrire tes projets et comment tu les gères au quotidien? Alors, déjà, comment je les gère? Je ne les gère absolument pas. Ce sont eux qui me gèrent. D'accord. Je ne gère rien, je me fais gérer. Non, bah en fait, c'est vraiment... Franchement, j'ai un cerveau qui va à 1000 à l'heure, qui fait des associations de partout, donc ça arrive n'importe comment. Pour le premier dont j'ai parlé, c'était Hortensia, que j'avais écrit à l'occasion d'un camp nano il y a plus d'un an. C'était, je crois, avril 2021. Et j'avais fini d'écrire un roman jeunesse qui ne sortira jamais et qui restera jamais dans mes tiroirs. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un truc fun, un truc qui me plaise. Qu'est-ce que j'aime? J'ai grandi avec Anne-Marie Despladuc, Les Colombes du Roi Soleil, Annie Jay, Complot à Versailles. Tu vois, tout ce qui était Versailles, XVIIe siècle, Louis XIV. J'ai Je vois. grandi avec ça, sauf que 2 semaines pour te lancer dans l'historique, même quand tu as des connaissances, c'est super mort. Et Oui. du coup, je me suis dit, je vais en faire de la fantaisie. Et comme c'était un projet où je m'amusais, j'ai fait une carte, j'ai créé des royaumes, des empires, etc. Et je me suis dit, tu sais, je voulais vraiment un truc chill. Je me suis dit, bon, on va faire une histoire très, très, très inspirée de Louis XIV et de Versailles. C'est-à-dire, j'ai des noms de royaumes qui sont absolument pas... J'ai absolument pas été les chercher très loin, mais vous verrez quand le projet sortira. Et vraiment, c'était un projet pour m'amuser, en fait. Une histoire de poison, une romance lesbienne. Je me suis dit, let's Oh, go, trop cool. complot, du thé, beaucoup de thé, parce que bah, du coup, je voulais quelque chose de basé sur le thé. Je me suis dit, j'aime bien le concept du thé. Est-ce que j'en bois? Non. Est-ce que je trouve le concept fun et raffiné, classe, élégant? Totalement. Du coup, oui, je suis partie sur ça. Et tu vois, c'était vraiment le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui me plaît. Pour le projet sur lequel je suis encore et sur lequel j'espère ne plus être quand tu diffuseras ce podcast, euh, Briseuse de marbre, qui est en fait un fantastique mythologie grecque que j'ai commencé il y a plus d'un an. J'avais participé, je ne sais pas si tu te rappelles, le concours de Rajo et d'Iveka, Ah ouais, je me rappelle, ouais. nos identités. Ah oui, ok, donc t'avais J'avais participé à ça. participé Ok. et ma nouvelle n'avait pas été retenue, mais Rajo m'avait signalé que ben il y avait du potentiel dans ma nouvelle, mine de rien, et qu'on pouvait peut-être en faire quelque chose de plus. Et moi, tu vois, j'avais écrit pour donner de la force au concours, tu vois, j'étais en mode ouais, une participation, go girl, super job et tout. Et du coup, je me suis dit wow, ils avaient un autre concours auquel ils m'ont incité à participer. Donc c'est le concours qui a lieu en ce moment. Je sais pas si tu l'as vu passer. Je pense que je l'ai vu passer, mais je me souviens pas du nom, honnêtement. Ouais, alors attends, je te retrouve le nom. Et du coup, j'ai participé à la première édition. Ah, concours d'écriture, littérature de l'imaginaire. Et donc, du coup, tu sais, ils sélectionnent une petite vingtaine d'auteurs à qui ils font un retour personnalisé et à qui ont droit à une rencontre avec les auteurs qui parrainent l'édition. Donc, mon année, c'était Adrien Thomas et Maël Dessart. Dessart. Oui, Adrien Thomas, il a écrit Engrenage et Sortilège et un J'ai autre fini il y a aussi. quelques jours. Ouais, mais j'ai pas aimé. Enfin, moi, j'avais lu Dragon et Mécanisme, un truc dans le genre. Oui, Je sais plus. aussi. La suite, ouais, bah, j'ai bien aimé les deux. Et Si t'as du coup, aimé. voilà, j'avais réadapté Briseuse de marbre entièrement pour ce concours, donc j'avais dû établir un synopsis. J'étais partie sur un autre projet au départ pour ce concours. J'ai dit, je retourne pour Briseuse de marbre, tu vois, enfin, on me tend une perche, je vais logiquement C'est- l'attraper. Donc du coup, j'ai pris un mois pour établir un synopsis complet, parce que du coup, ça veut dire penser l'histoire dans son entièreté, ce qui est extrêmement compliqué
quand pour le coup, le texte est plus complexe qu'Hortensia, du coup, j'ai pas mal galéré. Refaire mon premier chapitre, donc en gros, j'ai transformé ma nouvelle. Et à partir de là, c'était parti. Mon NaNoWriMo de l'année dernière, c'était Briseuse de marque, première partie. J'ai fait partie des sélectionnés du concours. J'ai rencontré une éditrice, la directrice de la Ah maison oui, d'accord. d'édition, C'est du Adrien concret. Thomas. Et depuis, en fait, c'est des c'est des échanges pour voir où ça en est. Enfin, on m'a fait un retour sur ma première partie en mars. J'ai énormément de mal à écrire depuis. Je crois que plus jamais j'écris un texte en collaboration avec un éditeur parce que ça me stresse de ouf et ça me bloque dans mon écriture. Et là, tu vois, cet été, j'aurais dû écrire la deuxième partie. Je ne l'ai absolument pas fait. J'y Ah ai beaucoup mince. pensé, mais beaucoup de mal à écrire. Donc là, j'essaye de me booster parce qu'en fait, je n'ai juste pas envie de passer mon NaNoWriMo de novembre sur ce texte-là. C'est pour ça que je te dis, j'espère que quand tu diffuseras ce podcast, le texte Ça sera sera fini. écrit. Et, Donc là, les 2 prochains mois, c'est Briseuse de marbre. ouais, en fait, j'aime pas passer beaucoup de temps sur un texte. Par exemple, tu D'accord. vois, Hortensia est écrit en 2 mois et demi. C'est hyper court, quand tu entends que les gens, certains auteurs et autrices passent, 1 an, 10 ans, 20 ans sur un Ça me texte. fait câbler de rester trop longtemps sur un texte. En fait, tu vois, ça me met dans l'état dans lequel je suis actuellement, qui est, je sais exactement ce que je veux écrire, mais j'ai énormément de mal à m'y mettre. J'ai énormément de mal à rentrer dedans. J'ai l'impression de faire du surplace, de nager dans du ciment. C'est très désagréable comme sensation. C'est pour ça que là, j'essaye vraiment de mettre. Je pense que je vais commencer à me mettre des deadlines parce que ça devient insupportable. J'ai vraiment envie d'en finir avec ce texte parce que j'aime beaucoup celui qui va arriver après. Et voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup, où on retrouve la réincarnation de Méduse, qui s'appelle Médeline, et personnage que j'aime beaucoup, qui a des locks. Je suis pour Comme la ça. sollicitation des masses. Et oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Les thèmes, la mythologie grecque, les réincarnations de personnages, parce qu'il y en a. Je me dis, waouh, j'ai vraiment bien fait mon coup pour certaines réincarnations, parce qu'elles sont vraiment trop classe. Et j'aimerais bien finir comme ça. Voilà, tu vois, j'ai le retour de Rajo, tu vois, et c'est eux qui me diront si oui ou non, à la fin, ils veulent de mon texte ou pas. Et si jamais c'était oui, je serais très contente que ça arrive entre les mains du plus grand nombre de personnes. Et si jamais c'était non, il y a toujours d'autres maisons d'édition. Mais voilà, j'ai envie d'en finir avec ce texte, que j'aime beaucoup, mais qui est frustrant sur pas mal d'aspects. Et OK. après, dans mes projets, dans les autres projets dont je parlais, il y a Okeanonox, qui est le post-apocalyptique environnemental dont je parlais dans mon post aussi, et qui sera, je l'espère, mon NaNoWriMo de novembre. Faut vraiment que je finisse Brise de Marbre. Tu vois, comme ça, une fois que ça c'est fini, Tu bam, passes lancer à sur l'autre un nouveau texte. Et en plus, oui, voilà, c'est de la science-fiction, donc ça promet d'être totalement différent. J'ai une idée très claire de ce que je veux faire. Je pense que ce sera bien organisé. L'écriture devrait être facile. Il faut que je bosse mon world building. Mais voilà, pour l'instant, ça roule. Plutôt Du bien, coup, tu vois. Je gère mal, mais on tente, on tente. tu fais pas de pause entre, les écritures de chaque texte? T'enchaînes à chaque fois, Si, en vrai, tu vois, Hortensia, je l'ai laissé dans mes tiroirs pendant quasiment un an. Je l'ai ressorti parce que je parlais avec Rajo et je me suis dit, ben tiens, les défauts dont on parle dans Briseuse de marbre, je pense que c'est des défauts qu'il y a aussi dans Hortensia. Du coup, j'ai rebossé Hortensia un peu en mode exercice. Et je me suis retrouvée à le finir. Et techniquement, le projet est fini et complet. Et Briseuse de marbre, par contre, oui, tu vois, c'est rare que je traîne un texte comme un boulet, un peu comme ça depuis un an. C'est énorme pour moi rester un an sur un texte. J'écris avec les NaNoWriMo et les camps NaNoWriMo parce que justement, c'est vite, c'est clair, c'est expédié. Je me fais globalement confiance pour ce que j'écris, je planifie suffisamment mon intrigue avant. Et donc oui, là, il y a quelque chose de très frustrant dans le fait de rester aussi longtemps sur un texte, ça ne m'était jamais arrivé. Et aussi, je pense que le texte aussi est un peu complexe aussi pour moi, parce que tu vois, Hortensia, je l'ai écrit, l'intrigue est assez simple en vrai. C'est par contre Briseuse de marbre, tu vois, avec les réincarnations, les ouais, messages que je fais passer le aussi, parce world que pour le building est coup, un peu complexe, ouais. pas dans Non? le world building, mais vraiment les messages que j'essaye de faire OK. passer à travers, ça fait que je dois vraiment faire attention à ce que j'écris, savoir quand laisser supposer des choses, quelle énergie donner au récit. Enfin, j'ai l'impression que ce texte me dépasse un petit peu en termes de technicité, mais c'est un challenge et je pense que je vais le relever et que quand je le finirai, je serai très contente et prête à repartir pour de nouvelles aventures littéraires. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de découvrir tes ouvrages.
J'espère prochainement. Je l'espère. C'est en discussion, mais on croise les doigts parce que tant que rien n'est signé, rien n'est acquis. C'est ça. Première règle du monde de l'entreprise. Et est-ce que ce que tu écris, ça correspond aussi à tes habitudes de lecture, enfin tes genres littéraires de lecture? Qu'est-ce Oui. que Oui, bah je lis. Quels sont tes genres de prédilection? Young Adult. New Adult quand ce sera plus démocratisé en France, mais je vibe pas trop avec la littérature adulte, à part peut-être certains titres de Saxus éventuellement. Je dois en avoir un que j'ai pas lu. Tu vois, par exemple, oui, certains titres d'Hachette aussi. Tu vois, Red Rising en soi, c'est pas la chose la plus young adulte que j'ai pu lire de ma vie. Mais j'aime énormément. J'aime quand c'est complexe, quand ça part un petit peu dans la politique. C'est Pierce One, un truc dans. Ouais. C'est la vie. Il faut lire. J'ai jamais lu. C'est vraiment une de mes sagas préférées. C'est complexe. Les personnages sont bien pensés, sont très intelligents, sont retors, ils sont pas parfaits. Certains sont de véritables connards, mais qu'est-ce qu'on les adore. Mais non, vraiment, c'est Red Rising absolument génialissime. Et pour l'instant, c'est vrai que mes projets sont assez simples et peu originaux. Déjà parce que tu vois, Hortensia, j'avais pas prévu que ce soit un texte publiable un jour. Il se trouve que ça l'est. Et la briseuse de marbre, tu vois, il a un peu été écrit sous l'impulsion de Rajo. Mais Okanonox, ça va être le premier projet que je fais dans le but, en fait, de le faire publier. D'accord. Voilà, donc je reste vraiment tout le temps sur du young adulte parce que c'est ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime écrire. Ça peut être décrit comme new adulte si on veut, mais bon, on va classifier ça en young adulte. Et toujours des littératures de l'imaginaire. C'est ce que j'allais te demander, du coup, ouais, c'est contemporain, historique. J'ai commencé un projet contemporain il y a quelques temps, qui était un peu une romance contemporaine, en fait, comme le fait Hugo Neway. Je ne l'ai pas fini. Peut-être que je la reprendrai un jour, parce qu'elle était plutôt chouette. Et il y avait, c'était une relation entre une protagoniste martiniquaise et un protagoniste haïtien, et qui étudiait à Paris. Et c'était vraiment sur le fait de faire ses études supérieures, parfois loin de sa famille, parfois sans être sûr de ce qu'on veut faire, parfois en s'engageant sur une voie qui est une voie de passion, mais est-ce qu'on va pouvoir en vivre? On ne sait pas. Parce que c'est ça, les études supérieures, tu vois, il y a plein de choses qu'on aime faire, mais on ne sait pas si ça va marcher à la fin. Tu vois, moi, le journalisme, c'est un secteur très sous tension, je ne sais pas si ça va marcher. Et c'est pareil pour l'écriture, tu vois, ça fait partie des passions qu'on se lance, mais on sait pas. c'est pas ce qui t'attend derrière. Ouais, c'est vraiment un saut dans le vide et tu sais pas si ton parachute il va fonctionner ou pas, quoi. Et c'était vraiment aussi un récit sur ça avec une protagoniste qui remet en question en fait ce qu'elle sait faire, et un personnage masculin qui s'engage sur une voie qu'il n'est pas sûr que sa famille approuve, dans laquelle il n'est pas sûr de pouvoir survivre, mais il se voit pas faire autre chose. Enfin, tu vois la complexité en fait de l'entrée dans l'âge adulte, vraiment. Il y a plein de questionnements. Mais oui, genre, on galère tous, quoi. Quand tu vois le nombre de réorientations, on galère tous. Et c'est quelque chose sur ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus fixée sur les littératures de l'imaginaire parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi, tu vois. Donc le premier, c'est un fantasy, le deuxième, un fantastique. Okanonox, ça va être un science-fiction, du coup, vu que c'est un post-apocalyptique. J'ai prévu un steampunk après. Tu vois, une uchronie steampunk. Et ah non, vraiment, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire et on peut tellement s'amuser sur ça. Je vois pas, personnellement, en tant qu'autrice, je dis pas que ça devrait être le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de me cantonner à la réalité, en fait. D'accord. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais il en faut pour tout le monde. Et ben moi, ce sera littérature de l'imaginaire. Et est-ce que, du coup, tu t'es sentie représentée dans la littérature de l'imaginaire quand tu as commencé à lire depuis petite, ou parce que est-ce que c'est pas aussi écrire, c'est pas aussi un moyen de publier des titres qui n'ont peut-être jamais vu le jour avant toi? Totalement. Tu vois, j'avais aussi d'autres projets. Non, mais en vrai, si je t'ai dit, moi, j'ai une liste de projets longue comme ça, je pense que les gens sur Twitter, ils en ont trop marre parce que tous les 4 matins, j'arrive en mode, ce serait trop bien d'écrire ça, et tout le monde me regarde en mode, mais écris-le, et je suis en mode, non. Je l'écrirai un jour, si je veux,
Mais oui, non, il y a tellement de choses à faire, c'est aussi pour ça que j'écris, tu vois. Là, j'ai prévu une uchronie steampunk enfin, peut-être d'ici fin 2023, on croise les doigts. J'ai prévu une uchronie steampunk qui se passe en Guadeloupe. Personne n'a jamais fait de steampunk en Guadeloupe. Bah oui, c'est ce qui a fait. Ouais, c'est ce que j'ai Déjà. Je pense que c'est l'époque qui coince un peu, tu vois, mais personne s'est jamais dit, enfin, tu vois, let's go, train, etc. Et je sais pas, moi, je vibe avec les trains, je vibe avec le steampunk, avec la mécanique, avec l'énergie, tu vois, et donc je vais totalement partir sur ça. Et pareil pour Okeanonox, tu vois, je me suis dit, enfin, ce sera un récit qui sera, tu sais, je l'ai dit sur Insta, j'ai dit le Vendée Globe rencontre les Hunger Games. Mais en gros, ouais, ça sera une course de voilier absolument chacun pour soi et Dieu, et Dieu pour Ah tous, oui, tu vois. Genre vraiment, ah mais vraiment post-apocalyptique, mais j'adore aussi tout ce qui est course, etc. Et Battle Royale, je trouve ça trop cool. Et du coup, ouais, c'est ce que j'ai voulu faire. Et bah, tu vois, je ne l'ai pas encore spécialement vu, donc j'ai décidé de partir dessus. Et en fait, c'est comme ça, je décide si une unité de roman est bonne ou pas. Genre, si c'est trop classique, même si les gens sur Twitter sont en mode «Oh mon dieu, ça a l'air trop bien!» Bah non. Je vais pas écrire un truc qui est pas super original. Tu vois, c'est aussi ça mon petit souci avec Briseuse de Marbre, c'est qu'en soi, c'est pas super original. C'est du fantastique, c'est de la mythologie grecque. On voit beaucoup de ça ces dernières années. L'or, tu vois, je pense que si, Ouais, mais si c'est publié, je vais avoir les comparaisons avec l'or, mais alors puissance 10 000. Mais tu vois, enfin, c'est honnêtement comme ça que je cible mes idées. Genre, j'ai 20 000 tu idées. regardes un peu ce qu'il y a sur le marché, quoi. Ouais, j'ai 20 000 idées. Je retiens que ce qui entre dans une case où il y a encore personne. Et c'est aussi le meilleur moyen de... De te démarquer. Ouais. Bien sûr, c'est comme ça que tu signes. Et tu vois, c'est pareil pour Hortensia. En soi, il n'est pas super original. Mais j'ai déjà des maisons d'édition qui manifestent de l'intérêt pour le texte. Et je suis en mode, mais enfin, je dis rien évidemment puisque je suis censée promouvoir ce que j'écris, mais il y a une partie de moi qui se dit mais c'est pas ouf. C'est un truc que j'écris pour le fun, c'est pas à la hauteur de ce que je sais que je peux écrire, tu vois. Mais on verra si c'est publié, si c'est apprécié. Bah, Voilà. je l'espère pour toi, en tout cas. Parce que là, il y a du lourd qui arrive, là, si, si tu signes tous tes projets. J'espère. Bon, en tout cas, déjà les écrire, ce serait déjà très bien. Oui. Ah, mais en vrai, je t'ai dit, une fois que j'aurai écrit Briseuse de Marbre, je serai libre à jamais. Parce que 1 an sur un projet, c'est colossal. Pour moi, en tout cas. Je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent leur projet pendant des années, mais pas moi. Moi, tu vois, Hortensia, tu sais pourquoi je l'avais pas fini au tout départ? Non. Parce que en fait, j'avais pas fini les 2 derniers chapitres. Parce qu'au bout de 2 mois, en fait, j'ai fait le nano et j'ai continué après. Enfin, j'ai fait le camp nano et j'ai continué après. Et les 2 derniers chapitres, j'étais juste saoulée, en fait. Ah, t'en Genre, avais déjà marre. tout simplement, j'en avais genre marre. J'ai fait, bon, tu sais quoi? On va dire que c'est écrire. We're going to call it a day. And bam! J'ai fermé le truc. Je l'ai pas rouvert avant cette année. Genre vraiment, j'étais juste saoulée de mon texte et je l'ai fermé parce que ça me saoulait de rester aussi longtemps dessus. C'est bien que tu écoutes tes intuitions et que tu te forces pas. Et tu vois, tu vois, pour Briseuse de Marbre, est-ce que je suis un peu saoulée? Ouais, parce que ça fait 1 an que je suis dessus. Mais est-ce que j'ai un engagement? Oui. Donc je vais tout faire pour essayer de le respecter, même si j'ai du mal. Bonne chance alors. Tu m'as parlé de une de tes lectures marquantes, Wade Rising. Est-ce que tu en as d'autres en tête qui te viennent là? Alors déjà, oui, Red Rising, déjà, c'est la base, tu vois. Je sais que Hachette a vraiment du mal à vendre ce titre, mais vraiment, c'est enfin, je dirais, ouais, c'est ma saga préférée, en fait. Il y a tout. T'as la politique, t'as le combat, t'as le côté un peu trash parfois, t'as la conquête spatiale, t'as la science-fiction, t'as les castes, t'as le système, t'as la révolution, t'as l'anarchie, vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle Red Rising aussi, tu vois. Genre, il y a une petite ref aussi un peu au communisme vite fait, avec les rouges. Mais oui, enfin, Red Rising a absolument tout. Et honnêtement, cette saga est extrêmement sous-cotée, je trouve. Dans les autres textes que j'aime beaucoup ce que fait Lenny Taylor de manière générale. Donc j'avais lu La Marque des Anges il y a de très nombreuses années au collège, quand la couverture est absolument dégueulasse. Ah oui, c'est les espèces de... les personnages un peu colorés là, en Ouais, couverture. maintenant, oui. Bah oui, c'est Gallimard les a réédités en version plus jolie. Ah oui, ok.
Mais oui, j'avais lu ça au collège et j'avais beaucoup aimé. J'avais jamais lu le tome 3 parce qu'il a jamais été traduit et je l'ai toujours pas lu, mais je sais que j'adore cette trilogie. Il y avait tout ce qui était le faiseur de rêve aussi qui était très bien. Je pense que je pourrais mourir pour des fanfics of Close, comme n'importe quelle basique bookstagrammeuse. Moi, Mais j'ai pas lu tous les titres hypés parce que moi, je suis là depuis peut-être juillet 2020. Avant, j'étais pas sur les réseaux, donc j'allais juste en bibliothèque, puis je prenais ce qui me plaisait, quoi. ouais, ben, prends Six of Mhm. Close. D'accord. Non, c'est vraiment une excellente duologie. T'as les personnages, les plot twists. Honnêtement, c'est le genre de choses que j'aspire à faire, ouais. Mais bah, mon uchronie steampunk, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ait l'énergie de Six of Crows parce que si j'y arrive, ce serait absolument formidable. Mais j'aime beaucoup. Et sinon, en saga jeunesse, mais alors saga jeunesse extrêmement sous-cotée, mais absolument incroyable, Nevermore Ah ouais, moi j'adore Jessica des Townsend. Jessica Townsend, ouais. Voilà, J'ai les tomes en VO, moi. bah, publié chez Pocket Jeunesse. C'est absolument incroyable. C'est déjà en plus c'est des gros livres, donc on est dans l'univers longtemps, c'est réconfortant. Quand tu les lis, tu as l'impression d'avoir à nouveau 12 ans. C'est ça. Tu vois l'effet Harry Potter entre guillemets des personnes qui ont lu ça quand elles étaient jeunes et qui ont un sentiment de nostalgie et d'enfance absolument inexplicable par rapport à cette série. Honnêtement, je trouve qu'on retrouve totalement ça dans Nevermore. C'est absolument incroyable, genre l'univers est coloré, absolument dingue, ça part dans tous les sens. On a des personnages charismatiques, l'intrigue est pas, je dirais pas que c'est pas si facile à deviner en vrai. Mm. Des bons plot twists, vraiment. C'est une saga pépite. Et honnêtement, quand on dit on cherche un remplacement à Harry Potter, je pense pas à Scandar et le vol de la licorne qui est sorti chez Hachette et qui est vendu comme un peu le remplacement au Gardien des Cités Perdues. Non, je pense Nevermore. Nevermore est absolument des niveaux au-dessus de Gardien des Cités Perdues. Ah oui, moi j'ai pas aimé Gardien des Cités Perdues. Enfin, j'ai arrêté au tome 6 puisque c'était trop long et que ça devenait un peu Ah, enfantin je à suis au tome... souhait. Et Alors, du je suis coup, au ça tome m'a 3 énervé. et j'ai prévu d'emprunter le 4 dans pas longtemps. Euh, oui, non, mais c'est aussi super cliché Gardien des Cités Ouais, Perdues. c'est. Bien sûr, she's so different. Elle a plein de pouvoirs. Oui, Elle n'est pas comme les autres. Elle est orpheline, mais elle a quand même une super famille adoptive. Tout lui sourit. c'est ça. Genre, non, non, Sophie Foster, je peux juste pas, tu vois. Autant Il n'y a aucun l'univers. malheur qui lui a. Enfin, si, Bah, mais pas assez, quoi. non, Non, enfin, pardon, mais son malheur, c'est d'avoir je ne sais pas combien de pouvoirs absolument exceptionnels, mais. d'être pote avec une alicorne. Excuse-moi, j'aimerais bien avoir le même genre de problème. C'est ça. Genre, je suis désolée, mais mes parents sont morts, ça ne suffit pas à compenser le fait que le reste de ta vie est absolument incroyable. Genre, non. Et du coup, oui, j'ai du mal avec ça, alors que tu vois, Morrigan Crow dans Nevermore, bah, c'est pas facile pour elle, quoi, parce Ouais, qu'elle il a un destin continue de... tragique. Enfin, déjà, mais attends, c'est même pas que sa famille est morte, sa famille la déteste, déjà, de un, c'est encore pire qu'avoir sa famille morte. Ouais, Sa je sais famille la pas, déteste, mais. toute sa ville la déteste, tout son pays la déteste, Ouais. tout le monde s'attend à ce qu'elle meure Je- et est complètement OK avec ça. OK, c'est absolument horrible. Et quand elle arrive dans un nouveau monde, on la déteste aussi, parce qu'au départ, bah, on pense qu'elle a pas de pouvoir, et quand elle en a, bon, on Ouais, la ouais, déteste pour ça aussi. Tu vois, voilà. genre non. Et même ses camarades vont parfois la détester, tu vois. Bah Genre, oui, il y a de la jalousie. il y a rien qui va dans sa vie, la pauvre. Enfin, si elle a des amis et le monde est cool, tu vois. Mais t'as l'impression qu'elle en prend plein la tête, en fait. Alors que, Elle a rien demandé. alors que bon, Sophie Foster, pardon, j'ai deux garçons amoureux de moi, Ah oui, c'est ce que d'accord. j'allais dire, J'ai le triangle amoureux, là. j'ai tous les pouvoirs des elfes possibles et inimaginables. Genre, je suis qu'au tome 3, je sais pas combien elle en a, mais bon, apparemment, son seul souci, c'est que ses parents sont morts. Alors que non, Nevermore est un niveau au-dessus. I will die on that hill. Voilà, tu vois, j'ai vraiment hâte que les prochains tomes sortent, mais c'est dans super Ouais, longtemps. dans l'année prochaine, Et je crois. ouais, tu vois, Enfin, bon. quand je vibe avec un livre, c'est vraiment avec l'univers en vrai. Enfin, l'univers est tout le temps pilier. Tu vois, la passe miroir aussi, j'adore la passe miroir. J'ai pas lu, moi. Pas fan du dernier tome, mais j'ai relu les 3 premiers 2 ou 3 fois parce qu'en fait, j'ai lu la passe miroir au tout début. Ce qui fait qu'à chaque fois, je me suis fait douiller à attendre un an ou deux les romans suivants. Du coup, je suis obligée de relire pour me rappeler. Mais non, en vrai, ça reste très bon. Et en fait, je peux pas
aimer un roman si l'univers est pas irréprochable et pas impeccable. Alors, tu vois, Nevermore, univers impeccable. Red Rising, pareil. Six of Crows, pareil, univers nickel. T'as regardé la série, du coup, vu que t'es Ouais. fan des livres? Ouais, pas fan du crossover, mais ma foi, ce n'était pas si mauvais. Après, tu vois, c'est le problème, c'est que la trilogie de base, Grisha, Mm. est pas top top. Et ils ont essayé de redresser ça avec Six of Crows, mais très compliqué pour eux, quoi. Parce que, ben, on parle d'une trilogie qui a été écrite en 2012, quoi. Enfin, c'était l'apogée des triangles amoureux, des brins ténébreux versus amis d'enfance. Ouais, c'est ça! Et c'est pareil pour Hunger Games, hein, c'est pareil, tu vois, il y avait ça. Et Ouais, maintenant, ça passe plus, je pense. bah oui, tu vois, et Enfin, moins qu'avant. quand tu sors la série, ben, les gens se disent chelou un Again. peu. Donc, mais bon, on va voir. J'aime beaucoup le cast en tout cas, donc à voir. Ok. Alors, ça, on arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce que tu as une suggestion d'invité pour le podcast qui correspondrait à la ligne édito du podcast? Je sais pas s'il y en a vraiment une, on verra, mais Mais je suis sûre qu'en fait, toutes les personnes à qui j'ai déjà pu penser, ouais, c'est il y a ça, des c'est ce que les gens m'ont dit en fait. Donc oui, voilà, donc ça sert à rien que je te dise Élodie Haute parce que tu y as déjà pensé. Ça sert à rien. Ouais, tu vois, c'est... Je pense que tu sais déjà. Mais non, je pense avoir une idée de tes autres invités. Je pense que c'est des personnes que je connais et avec qui je dois échanger de temps à autre. Mais non, là, comme ça, j'avoue que non. Mais il y a, comment elle s'appelle? Il me semble que tu avais fait un live avec elle, d'ailleurs, avec Elodie Aude. Oui. C'est Lydie? Lydia. Non, Lydia, pardon. Ouais, on est chiante, on aime bien avoir des prénoms similaires. Ça fait pour tout le monde. Moi, je suis là, non, c'est Lydie. Elle est là, non, c'est Lydia. Mais oui, Lydia aussi, pourquoi pas. Ouais, faut que je lui demande. Je pense qu'elle serait ok, qu'elle aurait beaucoup de choses à dire. Et pas que du point de vue lecture, tu vois. Je pense que niveau cinéma, ouais, elle doit bien... Elle est calée. Bah, je lui enverrai un Plus petit, que un moi, en petit tout cas. message. Puis si elle passe par là, au moment où ça sera diffusé. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver sur les réseaux? Quelles sont tes plateformes? Alors, sur Instagram, Lydie is writing, donc Lydie L-Y-D-I-E, parce qu'on me l'a déjà écrit L-I-D-I. Et sur Twitter, pour les personnes qui veulent un peu plus de militantisme et de mème dans leur vie, donc sous le arrobase Lydie in the train, donc Lydie dans le train en anglais, quoi. Parce que Lydie dans le train ne rentrait pas sur Twitter. Du coup, j'ai dû mettre Lydie in the train. Mais oui, parce que voilà, j'ai toujours des problèmes de train, je suis toujours dans le train, je suis toujours dans le RER, je suis toujours quelque part. Je m'arrête jamais. Donc voilà. Ok. Bah, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps pour cet épisode. Et puis, bah, j'espère que tes projets aboutiront encore une fois. Je sais pas combien de fois je te l'ai dit. Bah, je t'en prie, bah, tout le plaisir était pour moi et oui, j'espère qu'ils aboutiront. Ça me plairait beaucoup de partager ce que j'écris, donc on espère, on croise les doigts et on espère pour 2023. Ça marche. Bah, je te dis bonne soirée et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Salut.